je vous propose de revenir dans le présent et d'assister à la prochaine conférence sur l'état de l'offre et de la demande en logement à Lyon. Donc, comme vous le savez, le marché immobilier de Lyon est plus que jamais tendu. Je pense que tout le monde ici en a fait le constat. La ville, comme l'a rappelé Samuel Minot, attire chaque année des dizaines de milliers d'habitants, enfin une bonne dizaine de milliers d'habitants en tout cas, et tant mieux pour l'attractivité de la ville. En revanche, on voit des hausses de prix du mètre carré, on entend chaque jour des hausses de prix différentes, plus 7, plus 10, plus 12% sur l'année. Les ménages ont de plus en plus de difficultés à se loger, aussi bien pour accéder à la propriété comme pour devenir locataire. Donc pour en parler, je vous propose d'accueillir maintenant, pour en débattre, Stéphanie Pépin, de la cellule économique régionale de la construction Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un observatoire régional de la filière construction, qui a une vision d'ensemble sur la production de logements neufs. Je vous propose également d'accueillir Monsieur Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon, en charge de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Également Gérald Fontanel, président de la Chambre de construction immobilière de Pôle Habitat Lyon et président de Fontanel Promotion. Et enfin, Olivier Robrook, président de la Chambre des constructeurs de la Fédération française du bâtiment, Rhône et Métropole de Lyon. Il est également directeur général de Cécile Robin Construction, constructeur de maisons individuelles implantées à Tassin, Tarare, Belleville et Roanne. Pour bien commencer pour bien comprendre et bien cerner le sujet, j'invite Stéphanie Pépin du Cercle à faire un état de lieu de l'offre en logement neuf dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que dans le Rhône. Je démarre tout de suite sur l'idée, voilà, c'est de vous présenter. Parlez bien près du micro. C'est bon, c'est bon. Bon, magnifique. Voilà, l'idée donc c'est de vous faire un point sur la conjoncture. Donc, je vais démarrer un petit peu grande région parce que finalement le département c'est aussi dans une grande région Auvergne-Rhône-Alpes et bien évidemment on regarde sur le département où on en est. Une vue d'ensemble des indicateurs, un peu de conjoncture. L'idée c'est de se dire finalement, donc en ce moment il faut savoir que c'est un petit peu compliqué en conjoncture. On compare plutôt par rapport à 2019 qui est un dernier point de référence. Donc c'est de se dire, mon premier bâton, là, l'entretien-rénovation, par exemple, le marché de l'entretien-rénovation, on est à 96% de ce qui avait été fait à la même période en 2019 au premier semestre. Donc des marchés qui redémarrent là-dessus, on est plutôt sur une tendance encore à la hausse sur le prochain trimestre. Tout ce qui concerne la construction neuve de logements, les logements mis en chantier. À fin septembre, on a dépassé 104%, on est légèrement au-dessus de ce qui avait été fait sur la même période en 2019. On a un bémol sur ce graphique, c'est le segment des locaux. Concrètement, les locaux, ça ne redémarre pas. On est encore en deçà, bien en deçà finalement de ce qui avait été fait à la même période en 2019. Vous parlez des locaux d'activité. Locaux d'activité, tout à fait. La commercialisation de logements neufs, ce qui concerne les mises en vente, on est à 93% de ce qui avait été fait à la même période de 2021 au premier semestre. Encore en deçà, finalement, on n'a pas récupéré et surtout on aurait pu s'attendre avec une période 2020 où les promoteurs n'ont pas pu travailler correctement à avoir vraiment des chiffres supérieurs à ça. Les indicateurs de matériaux, la production de béton, production de granulats, on est quasiment revenu au niveau de 2019 et l'emploi, plutôt des résultats, on va dire, satisfaisants. On est à 105% de déclarations préalables à l'embauche et l'intérim des niveaux qui sont encore très élevés. En matière de mise en chantier en Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, j'y vais. Donc, sur les mises en chantier en Auvergne-Rhône-Alpes, très rapidement, le dernier chiffre, 52 800 logements mis en chantier sur les 12 derniers mois. Vous le voyez, la courbe verte, c'est la moyenne longue période, c'est-à-dire la moyenne depuis 2001 là, sur ma courbe. On est quasiment revenu à ce niveau de moyenne période. Donc là, voilà, un secteur qui paraît repartir. Très rapidement, voilà. On commence à descendre sur les territoires. Les territoires, je vais vous proposer 3 groupes, quelque part territoires. L'Ain, la Haute-Loire, l'Ardèche et quelque part un peu la Loire aussi. C'est 4 départements qui ont connu des baisses très fortes au moment de la crise sanitaire 2020 et qui redémarrent en 2021. Un deuxième groupe, Rhône, Isère, Haute-Savoie, et on va rattacher l'allié avec. C'est des départements qui ont plutôt résisté en 2020, la situation s'est moins effondrée, et qui repartent sur 2021 aussi. On va le voir sur le Rhône, on va détailler, on n'est pas non plus sur des niveaux très élevés, mais en tout cas, voilà, une dynamique qui est là.
et un autre groupe avec le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Drôme, où là on est sur 3 départements qui continuent de reculer encore en 2021. La Savoie un petit peu de côté, qui recule sur période récente, mais qui était plutôt sur une belle dynamique les années passées. Et là, on peut parler de la construction neuve dans le Rhône. Voilà. On y va, on démarre sur le Rhône. Sur le Rhône, on est 11 800 logements mis en chantier, plus 13%. Donc, concrètement, c'est plus 13% que ça soit comparé par rapport à 2020 ou 2019. Donc là, on est vraiment sur on va dire, des mises en chantier qui redémarrent. Par contre, vous le voyez, on n'atteint toujours pas la courbe de moyenne de longue période qui est de 12 000, un petit peu plus de 12 000 logements. Donc là, voilà, une courbe qui repart. Et ce qu'on commence à voir sur cette courbe, et on va le voir encore mieux sur celle d'après qui concerne vraiment le logement collectif, c'est quelque part l'impact de la révision du PLUH. Le point haut de 17 300 et depuis jusque, que je dise pas de bêtises, donc c'est en début 2018, et jusqu'en milieu 2019, jusqu'à atteindre un niveau plancher de 10 500 logements mis en chantier sur le département. Donc on était vraiment sur des points bas. Et là, au moment où on a commencé à voir la reprise, et ben malheureusement la crise sanitaire est venue se mettre là-dessus. Donc une reprise vraiment plus récente depuis le début d'année 2021, où on retrouve voilà, nos plus 13% pour atteindre, on n'atteint même pas les 12 000 logements. Vous avez évoqué la crise sanitaire, est-ce qu'il y a d'autres impacts sur le logement, pour le coup plutôt dispositifs fiscaux, plutôt politiques décidés en tout cas comme impact? Plutôt politique. Alors voilà, donc on vous propose un petit peu, voilà, il y a tout l'historique, mais l'idée c'est peut-être de parler un peu plus de la période récente, mais en tout cas ce qu'on vous a proposé ici, c'est les courbes, notamment la première qui va nous intéresser, la bleue, sur le logement collectif, et on a projeté les différents dispositifs de soutien à la construction. Ce qui s'est passé sur le département, c'est que, donc, on le disait, il y a la révision du PLUH qui est venue quand même perturber la construction neuve et qui, conjointement, on a en début d'année 2018 la modification, la loi Pinel 2018 et la modification de la quotité du PTZ, qui finalement, on était sur un point haut à quasiment 14 000 logements en début d'année 2018 et on a baissé de quasiment de moitié, on est tombé à 7 500 appartements mis en chantier sur la période, sur le milieu d'année 2019, pardon. Donc c'est vraiment 2018 le tournant? En 2018, on a eu vraiment un coup de frein sur la construction neuve, notamment de collectifs. Clairement, il y a eu une situation très compliquée sur le département. Et un petit mot sur le logement individuel, pardon, tout ce qui est maison. Les derniers chiffres à 2500 maisons mises en chantier. On était pour info à 2000, enfin la courbe de longue période, elle est à 2800. On était à 2800 maisons mises en chantier en janvier 2020. Une légère progression, mais voilà une situation qui est quand même c'est globalement assez tendue aussi. Assez stable d'année en année. On est toujours à peu près sur les mêmes rythmes. Alors, c'est assez stable. Je me suis fait la même remarque en faisant la courbe. En fait, non, quand on regarde, on a quand même quasiment 50% entre le point haut et le point bas. D'accord. C'est que c'est juste que le volume est très inférieur au logement collectif. Et juste, voilà, on passe en amont de la construction neuve à la commercialisation des logements neufs. Donc là, sur le marché lyonnais, on a une progression sur les 9 premiers mois de l'année. Donc entre janvier et septembre 2021, je vais prendre 3 922 logements ont été mis en vente, 3 880 logements ont été réservés. C'est des points qui sont, mis à part le point 2020 qui a subi la crise sanitaire, on est encore en deçà de ce qui était fait en 2019 et notamment sur les réservations en deçà de ce qui était fait en 2018 et les années passées. Je précise juste, Stéphanie Pépin, que les chiffres que vous annoncez, c'est sur une aire urbaine métropolitaine, donc qui comprend la métropole de Lyon, plus les communes périphériques, avec la côtière de l'Ain, le Nord-Isère. Sachant que la métropole représente 63% de ce marché. Donc on est sur une part importante sur le territoire. Qu'est-ce que je veux dire ? C'était donc, on a une hausse de 3 900 logements qui ont été mis en vente, plus 26% sur un an, mais on est quand même à moins 12% par rapport au point de 2019. Et enfin sur Lyon. Et alors après, je finissais sur mon marché. Enfin, sur le marché lyonnais, pardon. Toujours sur mon marché lyonnais. Je perturbe dans vos questions. Oui, c'est ça. Juste un petit mot, je vous ai mis ces deux indicateurs qui me paraissaient quand même aussi importants dans les débats, notamment le premier, qui est de se dire finalement les logements qui sont construits, enfin en tout cas commercialisés, à qui est-ce qu'ils sont destinés ?
On est actuellement sur les dernières données à 59% des logements destinés aux utilisateurs, 41% aux investisseurs privés. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'en 2016, les investisseurs, c'était 56%. Donc on a vraiment une tendance qui s'est complètement inversée. Ça a des impacts derrière sur la construction, mais voilà, d'année en année, depuis 2016, c'était la première donnée que j'avais, on est une tendance qui s'inverse avec des investisseurs privés qui sont actuellement à 41%. Et juste un petit mot sur l'encours actuellement, c'est-à-dire les logements qui sont dans les tuyaux. Comme qui dirait, on est à 57% de logements avant travaux, sur plan, 42% qui sont en cours de construction et 1% livré, à savoir que le 1% livré, c'est le taux le plus bas. D'habitude, on est plutôt autour de 2-3%. Pas gros écart, mais quand même, ça crée de la tension aussi. Ce qui traduit aussi une forte demande. Voilà. Merci Stéphanie Pépin pour ces statistiques. On voit donc clairement qu'il y a une érosion de l'offre qui s'est accentuée à partir de janvier 2018, avec à peu près en moyenne une dizaine de milliers de logements construits par an sur l'aire urbaine. Je m'adresse à vous en premier, Gérald Fontanelle. Quelles conséquences d'une offre trop faible en logement neuf pour les Lyonnais quelles sont les conséquences de cette offre trop faible ? Disons que la loi de l'offre et de la demande, c'est une loi universelle. Donc la conséquence, elle sera de toute façon passera par une augmentation des prix. Ce qui est rare et cher. Ce qui est rare et cher. On parlait de logements vendus au mois d'octobre. Les sources du CECIM à fin octobre, de mémoire, c'est 2473 logements à octobre 2020 vendus. Et là, on doit être à 2580, quelque chose comme ça. Donc on est sur le même trend. Et à la fin de l'année, il est fort à parier qu'on fasse 3000 logements comme l'année dernière, alors qu'on est en période post-Covid. On aurait dû faire beaucoup mieux. Voilà. Je dirais que si on prend le prix au mètre carré, toujours pareil des sources CECIM, sur la métropole, l'année dernière, le prix moyen était de 4 914 de mémoire, et cette année, il doit être à 5 273, ce qui fait une augmentation de 10,4%, je l'avais calculé, alors que l'augmentation du prix du neuf en France, on manque de logements dans toute la France, l'augmentation du prix du neuf est de 5,9%. C'est-à-dire qu'à Lyon, on manque cruellement de logements. Et le logement neuf, c'est un régulateur du marché. Si vous n'avez pas assez de logements neufs, les acquéreurs potentiels vont se reporter sur le logement ancien. On manque de logements anciens aussi. Le prix du logement ancien, mécaniquement, va monter. Et comme le prix du logement ancien va monter, nous, quand on doit, en tant que promoteur, se positionner sur des surfaces foncières pour avoir du droit à construire, on va être obligé d'en proposer plus, puisqu'il faut qu'on propose quand même plus d'argent aux propriétaires fonciers que ce qu'il en tirerait en vendant rapidement. Et je dirais bien plus, parce qu'aujourd'hui, les temps d'instruction font qu'on a intérêt, pour être sexy, on a intérêt à faire des efforts. Voilà. Mais alors, justement, moi, je vais m'adresser à M. Père. Le territoire accueille chaque année entre 10 000 et 15 000 nouveaux habitants. Quelles sont vos solutions aujourd'hui pour les loger ? Bon, d'abord... Allez-y, le micro doit être ouvert. Oui. Bon, d'abord, je suis très heureux. Non, alors on va vous l'allumer. Non, je vais prendre le verre, ouais, ça marche mieux le verre. Ouais. Merci. Non, je suis très heureux d'être parmi vous, parce que je pense qu'il est toujours utile de dialoguer et de clarifier les positions des uns et des autres. Oui, la situation n'est pas bonne. On va pas. Alors moi, je trouve quand même que votre présentation montre qu'on a des signes de reprise qu'il faut pas négliger, mais on ne va pas non plus s'appuyer que là-dessus. La situation n'est pas bonne, et elle n'est pas bonne depuis 2017-2018. Bon. Parlez bien près du micro, Monsieur Père. Depuis 2017-2018, elle n'est pas bonne, et on est arrivé, le nouvel exécutif, en juillet 2020. Elle s'est dégradée pour plein de raisons, et notamment des raisons Covid. Donc, une fois qu'on aura dit ça, on va tous se désespérer, se regarder et se dire qu'on n'y arrivera pas. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Alors, parmi ces solutions, une des convictions du côté de la métropole de Lyon, c'est qu'il faut construire. Ça, c'est sûr. Et déjà, je le précise parce que pourrait y avoir des ambiguïtés de ce côté-là. Hein. De temps en temps, j'entends les uns les autres dire « Ouh là là, la métropole ne veut pas construire ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc déjà, il y a un objectif qui est de 8 000 à 8 500 logements par an, qui est marqué dans l'objectif même de notre modification
du plan local d'urbanisme et de l'habitat que nous sommes en train de finaliser. C'est important quand même de le rappeler. Notre conviction est aussi que c'est par le logement social et abordable, j'y reviendrai peut-être un peu sur cette distinction, qu'on va pouvoir relancer la machine. Parce que d'abord, les deux sont liés. Il faut quand même le rappeler, et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Et donc, de ce côté-là, parce que c'est un levier sur lequel les pouvoirs publics, et notamment la métropole de Lyon, a la main, d'une certaine manière, il faut y aller. Donc, budget de 35 millions d'euros pour financer la construction de logements sociaux, mais ça ne suffit pas. Je passe sur notre action foncière, parce qu'on pourrait peut-être en parler, mais ça touche plutôt l'existant, donc pour une bonne partie, donc je ne vais pas trop détailler. C'est aussi les outils réglementaires. Modification du PLUH, là, en ce moment, c'est une part de logements sociaux qui va augmenter. C'est aussi un certain nombre de communes qui jouent le jeu et qui disent on va faire des secteurs de mixité sociale et qui in fine s'engagent à construire. Ce sont les ZAC. J'ai bien entendu ce que vous avez dit après l'exposé de M. Duffieux. Tout s'arrête à Confluence. Alors d'abord, non. Je me permets de répondre. Puisque avec plaisir, au contraire, on est là pour. Non, d'abord, Confluence n'est pas terminée. Il y a les dernières étapes qui s'ouvrent, et puis il n'y a pas que Confluence. Dans le mandat, il y a un certain nombre de ZAC qui vont sortir de terre. Je pense à la Solé, et on peut dire qu'on l'a attendu, la Solé. Ça fait quasiment 10 ans qu'on attend que ça sorte de terre. Et bien ça se fera, et donc ça c'est important, mais c'est pas que cela. C'est aussi dans les quartiers politiques de la ville. Je pense à Balme-Montmousseau, à Vénissieux, mais je pense aussi aux terrasses, la ZAC des terrasses à Bron. C'est bien sûr Mas du Taureau qui sortira de terre dans les prochaines années, et puis avec une transformation majeure avec l'arrivée du tramway. Et je ne vais pas multiplier, je pourrais en détailler d'autres, mais surtout, la méthode n'est pas la même. On vous a réunis. Quand je dis on vous a réunis, c'est acteurs du BTP, ce sont les promoteurs immobiliers, pour la première fois en disant on va être transparent et on va vous montrer tout ce qui va sortir de terre pendant le mandat, et regardez toutes les opportunités qu'il va y avoir, mais il faut que vous ayez tous à l'esprit, voilà le calendrier des 6 ans à venir. Bon, par ailleurs, il y a d'autres éléments qui ne sont pas forcément contenus ni dans le PLUH, ni dans les ZAC, c'est qu'il faut faire face à l'urgence. Et donc, moi, j'ai pris un engagement. L'engagement, c'est qu'on fasse un point tous les 3 mois pour se dire où les permis sont bloqués. Parce que c'est ça l'urgence. J'aurais beau vous dire il y a une ZAC dans 4 ans, vous allez dire mais là, c'est maintenant qu'il faut relancer la construction. Et vous avez tout à fait raison. Et donc, nous faisons un point sur les permis bloqués. Je ne dis pas qu'on va dire tout de suite oulala, là là, il est bloqué, donc on revient dessus. Il arrive que le permis soit bloqué pour de bonnes raisons, donc il ne s'agit pas non plus de faire de la démagogie, mais on sait qu'il y a aussi des facteurs de blocage. Et par exemple, les relations la position de certaines communes. Alors, je ne vais pas rentrer dans la caricature, surtout que on pourrait vite alimenter une fable la fable selon laquelle il n'y aurait plus de relation entre les communes et la métropole. Complètement erronée. Ce que je vais vous dire, c'est que surtout, les maires peuvent avoir de très bonnes raisons de ne pas délivrer de permis. Pourquoi ? Parce que je passe sur le côté densifier, c'est négatif pour la population. Ça, je crois qu'on ne peut pas s'en contenter. C'est le rôle du politique aussi de faire preuve de pédagogie de ce côté-là. Non, l'argument qui est juste, c'est de dire mais on n'a pas assez d'argent pour faire des équipements. L'arrivée de population qui arrive de toute façon inéluctablement dans notre métropole, sur une commune, ça peut tout de suite avoir des conséquences sur l'ouverture d'une école ou d'une classe supplémentaire, l'extension d'une école, etc. C'est pour ça que le président de la métropole a annoncé qu'il y aurait, en plus de la PPI telle qu'elle a été votée très tôt dans le mandat, qu'il y aurait une enveloppe supplémentaire d'aide aux équipements pour les métropoles qui construisent et qui accueillent de la population. Donc ça, c'est un point qui est quand même important, mais il y a d'autres leviers qu'on peut activer. C'est notamment des formes d'aménagement, des taxes d'aménagement majorées qui permettraient d'avoir plus de ressources quand même pour les communes et qui débloqueraient la situation parce qu'on est bien dans cette situation. Et je partage tout à fait ce constat, il faut trouver les leviers pour débloquer. Je pense aussi, je finis vraiment là-dessus parce que j'ai déjà été beaucoup trop long, que
c'est une de nos préoccupations à la métropole de Lyon, c'est une réalité de notre territoire, c'est une réalité de tous les territoires tendus malheureusement dans notre pays. Et moi j'ai siégé dans la commission Rebsamen, on peut être un peu déçu, on se le disait un peu en aparté il y a quelques heures, mais on peut être un peu déçu des conclusions de la commission Rebsamen. Bon, néanmoins, il y a au moins un diagnostic, c'est qu'il faut absolument relancer la construction dans les zones tendues. Et par ailleurs, la commission Rebsamen allait bien dans le même sens que nous. On pense que c'est aussi par le logement abordable qu'on va débloquer la machine. Justement, vous parliez d'urgence, Renaud Père. Je pense que les acteurs de la construction présents ici et également dans la salle réclament tous, vous le savez, un choc d'offres. Notamment vous, Gérald Fontanel. Comment on y parvient avec votre regard de promoteur? Le choc d'offres, alors je dirais que ça fonctionne. Oui, il fonctionne. Oui. Attendez, parce que comme on a changé de... Je vais reprendre mes notes. En tout cas, comment, selon vous, on relance cette construction de logements neufs? Le verre. Le verre marche bien, finalement. Décidément, il porte bonheur, c'est ça? Voilà. Non, le choc d'offres, je dirais que nous, on réclame des mesures de bon sens. En fait, pour avoir un choc d'offres, il faut qu'on puisse construire plus. Je reviens un petit peu sur votre analyse en disant qu'il faut du logement abordable et du logement social. Bien entendu qu'il en faut. Maintenant, il y a une belle étude qu'on est en train d'éplucher, nous, à BTP Rhône, pour l'habitat. Elle date d'ailleurs, vous devez la connaître, c'est le CNRS. C'est une étude scientifique collective sur l'artificialisation des sols. Et il y a un très beau chapitre sur justement le logement et la périurbanisation. Et en fait, il est dit dans ce manifeste qu'un logement social consomme, suivant les endroits, 1 à 2 logements privés, justement par la concurrence foncière. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de logement social, mais on parlait de votre objectif de 8500 logements sur Lyon. Alors déjà, on ne les a jamais construits, mais pourquoi pas? Je dirais que pour les entreprises, c'est très très bien pour les entreprises. En termes de promotion immobilière, si c'est faire du logement social, à condition de savoir le financer, pourquoi pas? Mais nous, 2500 logements, on ne fera pas plus de logements, même moins que ce qui se fait en ce moment. Et en fait, bon, pour les entreprises, c'est très bien, mais on va se retrouver, par exemple, dans les ZAC, si je suis votre raisonnement, on va se retrouver avec 70% de logements sociaux et abordables. Ouais. 6000 sur 8500, ça fait 70%. Monsieur Père, votre micro. Non, surtout pas. Enfin, non, d'abord, il y a un règlement dans les ZAC. On a augmenté la part de logements sociaux dans les ZAC. On n'est pas du tout à 2 tiers, 1 tiers. Enfin, absolument pas. Voilà, tant mieux, parce que je disais qu'en termes de mixité sociale, ce n'était pas tout à fait le but recherché. Voilà. Ce que veut dire M. Fontanel, je pense, c'est sur les objectifs qui avaient été annoncés dans le plan de mandat en 2020. De 6 000 Alors, attendez, je peux répondre quand même là-dessus, parce qu'effectivement, ça peut prêter à confusion. L'objectif, il est de 5 000 logements locatifs sociaux par an à horizon fin du mandat. Voilà. 2026. 2026. À cela s'ajoute 1000 logements en bail réel solidaire. Où on dissocie le foncier du bâti. J'y reviendrai dans quelques instants, parce que je pense que c'est quand même un outil extrêmement intéressant quand on parlera de la propriété, si vous voulez bien, enfin, je pense que vous voulez vous interroger là-dessus, et donc ce sera un point important. Donc ça, voilà les logements abordables. Cette part, enfin, c'est juste une toute petite précision. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura 5000 logements neufs en logements locatifs sociaux. Sur les 5000 logements locatifs sociaux, il y a une part qui est de l'existant. Et c'est en partie une de nos actions foncières. Sous forme de préemption, sous forme de rachat, préemption, évidemment. Par l'intermédiaire de l'office public non, par l'action directe de la métropole. C'est l'action qu'on Parlez bien près du micro, s'il vous plaît, monsieur Père. Donc voilà, donc c'est de l'existant. Attention, donc sur les 8000 à 8500, je ne suis pas en train de dire sur les 8500, qui était quand même l'objectif que par ailleurs nous n'avons pas défini, nous, qui était déjà dans le PLUH adopté en 2019, donc sur ce plan-là, on est dans une continuité. Donc sur ces 8000 à 8500, ne pensez pas qu'il y aura 5000 logements locatifs sociaux, puisque vous feriez une erreur, puisque sur cette part, il y a de l'existant. Et pourquoi c'est si important quand même? Parce que, bien sûr que nous avons notre débat, et j'ai commencé en vous répondant que oui, il fallait absolument relancer la construction. Mais enfin,
imaginez quand même la métropole dans laquelle nous sommes aujourd'hui, 10 demandes de logement social pour une seule satisfaite. Donc, très clairement, on est dans une situation dont on hérite, qui est une situation fortement détériorée, hein, qui est une situation qui contribue à exclure une partie de la population. C'est aussi ça la réalité à laquelle, évidemment, les pouvoirs publics doivent faire face, et notamment la métropole de Lyon. Alors, là, je vais vous contredire, mais effectivement, s'il y a 10 demandes pour un logement social, dans le logement privé, c'est encore pire. C'est-à-dire que les cadres moyens qui travaillent dans Lyon, qui devraient pouvoir habiter dans Lyon, aujourd'hui, sur un logement privé, je m'adresse aux gens qui louent des logements, ils ont 20 à 50 demandes pour un logement. C'est-à-dire que, je vais dans votre sens, il faut du logement social, on est tout à fait d'accord. Il faut aussi du logement locatif privé et il faut du logement en accession. Aujourd'hui, dans les grandes métropoles, que ce soit Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, je ne sais pas, on a 2 types de population. On a des ménages très aisés et on a des locataires sociaux. Et au milieu de ça, on n'a plus aucun, comment on dit, primo-accédant, classe moyenne, plus aucun cadre qui amène de l'économie à la ville. Mais monsieur Fontanelle, très honnêtement, on ne va pas se caricaturer. Je vous ai dit qu'il y avait besoin. Très honnêtement, je le pense sincèrement. Il faut évidemment tous les segments du logement et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais concédez qu'on n'est pas tout à fait sur le même type de raisonnement. Pourquoi ? Je le concède. Non, mais on n'est pas sur le même type de raisonnement. Non, mais c'est pas ça que je dis. Écoutons-nous simplement. Quand vous dites il y a plus d'attentes dans le logement libre que dans le logement social, vous savez quelle est la part de la population qui est éligible au logement social ? Mais plus les prix augmenteront, plus seront éligibles. Plus vous ferez du logement social, parce que parlons du financement du logement social. Aujourd'hui, 70% de ces logements sociaux sont réalisés par les promoteurs privés. Je ne sais pas comment vous les faire après, mais a priori, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi ? En février 2000, on a créé la loi SRU en disant les communes qui vont être carencées vont payer une amende pour manque de logements sociaux. Ça s'est transformé en une obligation de logement social dans le logement privé, pourquoi pas, sans financement. Qui finance aujourd'hui en zone tendue les logements sociaux ? Ce sont les acquéreurs des logements privés qui payent un surcoût à la place des organismes sociaux. Mais ça date pas de vous. C'est pas que ça. Je ne crois pas qu'il soit financé que comme ça. Je vous laisse répondre succinctement, monsieur Père. Attends, si je peux terminer. Ouais. Et aujourd'hui, à Lyon, on estime, on peut vous faire la démonstration chiffrée, c'est entre 1000 et 1500 euros du mètre carré. Donc plus vous allez demander de logements sociaux dans le logement privé sans le financer, parce que vous pouvez faire de l'abondement en tant que métropole, et là ça fonctionnerait. Mais comme vous n'avez pas encore libéré du foncier, et il n'y a pas la volonté de libérer du foncier, on en parlera tout à l'heure, et de ce fait-là, on a un manque de foncier, et tout argent supplémentaire ira directement au propriétaire du terrain. Donc effectivement, on se trouve à la croisée des chemins, et là, il faut qu'on travaille ensemble, on en a déjà parlé, il faut qu'on travaille ensemble pour régler ce problème de logement foncier, de rapidité d'obtention des permis de construire, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les permis de construire, ça ne date pas de vous non plus, de votre temps non plus, ça date d'avant aussi. Pour obtenir un permis de construire, aujourd'hui, on va passer 12 à 18 mois de séances d'archi-conseil, où on a en face de nous 7 à 8 personnes qui se comportent comme des acheteurs de grandes surfaces pour nous expliquer, moi je me mets à la place des architectes, vraiment ils sont bien faits, pour nous expliquer que ce qu'ils font, c'est pas bien. Alors qu'en fait, on a tous le même objectif. Vous avez écrit dans un journal que c'était la gourmandise des promoteurs. Un promoteur, c'est un arithméticien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il essaye de faire concilier. On a un prix de foncier. Le foncier, on ne le négocie pas. On l'achète ou on ne l'achète pas. C'est pour ça que nous, les promoteurs indépendants, on en achète moins que les promoteurs nationaux. Eux, c'est leur fonds de commerce. Ils font de l'industrie et heureusement qu'ils le font. Donc le foncier, vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas. Le prix de vente à la sortie, il est arithmétique. La seule variable d'ajustement, c'est le coût construction. Aujourd'hui, le coût construction, on a une pénurie de matériaux, on a une pénurie de main-d'œuvre, c'est le monde entier. Ce n'est pas la France, c'est le monde entier. Il y aura de l'inflation, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est une chose. Et aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont plus cette marge de manœuvre. À moins de trouver une solution pour construire différemment que je ne connais pas, que personne ne connaît aujourd'hui. On a la RE 2020 qui arrive, qui va encore augmenter tout ça. Moi, je ne suis pas très fort en maths, mais là, il y a une équation, je ne sais pas la Alors, messieurs, l'heure tourne. On voulait aborder la question de la maison individuelle.
On a la chance d'avoir avec nous Monsieur Rebrouck, qui est également constructeur de maisons individuelles. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, les Français rêvent toujours de la maison individuelle. Comment la demande elle a évolué en matière de maisons individuelles dans la région lyonnaise depuis notamment la crise sanitaire? Alors je suis content d'être constructeur de maisons individuelles parce qu'on est beaucoup plus serein en ce moment, bien que je suis là un peu pour alerter sur ce qui va se passer demain, parce qu'on a beau dire, on a beau vouloir, il y a un moment donné, il va falloir faire. Et aujourd'hui, habiter Lyon, vouloir une maison à Lyon, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et ça le sera toujours. La volonté que vous avez, Monsieur Père, et vraiment je vous l'accrédite bien volontiers, de vouloir faire, c'est bien, c'est un discours. Là où nous, on veut vous alerter, c'est que ce que vous êtes en train d'écrire, de graver dans le marbre, est l'inverse de votre discours. Et ça, vous ne pouvez pas lutter contre. Quand à un moment donné, vous prenez nos espaces, nous, de maisons individuelles, où on peut aller construire en périphérie urbaine, où on va construire dans des lotissements, on va couper les parcelles en deux, on va densifier, Je me bats depuis des années pour avoir ce qu'on appelle un permis d'innover, c'est-à-dire que, je vous le dis, Monsieur Père, aujourd'hui, je suis capable de faire une maison individuelle dans un lotissement sans qu'elle pèse sur le réseau que vous me devez. Que ce soit en électricité, que ce soit en eau, que ce soit en traitement des eaux, je suis capable de faire ça. Et vous, aujourd'hui, ce que vous écrivez dans votre modificatif numéro 3, c'est de dire, eh bien, écoutez, vous savez, les maisons individuelles, c'est caca. Parce que vous dites ça, vous dites que c'est un logement indigne. Non, moi, je vous dis, Monsieur Père, très clairement, la maison individuelle est la construction qui respecte le plus le social, parce que c'est la façon de construire la moins chère, et c'est la façon de construire la plus écologique qui existe. Pourquoi ? Parce que ce que ne sait pas faire la nature, c'est digérer la ville. Par contre, une maison au milieu de nature, quand elle est bien construite, je peux vous assurer qu'on a des années et des années d'avance sur la conception. Donc j'en reviens à mon petit lotissement que vous êtes en train de me prendre toute la périphérie lyonnaise en zone URI 2, parce que c'était la question de dire où est-ce qu'on peut construire aujourd'hui et demain. Donc toute ma zone URI 2 que vous êtes en train de sabrer en expliquant et en faisant semblant de ne pas entendre ce que l'on vous dit, c'est que moi, c'était mon terrain de jeu, on pouvait faire des choses ensemble. Et aujourd'hui, vous écrivez un article numéro 3 qui dit, eh ben, vous savez quoi, on ne va pas faire ça, on va faire du logement intermédiaire. Là, vous pouvez en faire 8, vous allez en faire 13 ou 28. Et je vous dis non, c'est pas vous le chef dans les règlements de lotissement. Vous oubliez que vous êtes régi par des règlements de lotissement qui ont parfois 50 ans, 30, 80 ans, 100 ans. Et c'est eux qui décident de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et vous êtes en train d'expliquer à tous les promoteurs, aujourd'hui, en disant « ne paniquez pas, on va vous enlever un petit peu de terrain sur le centre-ville, mais par contre, on va vous libérer la première couronne ou la deuxième couronne lyonnaise. » C'est impossible. Vous êtes en train de contraindre de manière... Et si, je vous assure, vous êtes dubitatif, mais c'est un problème de loi. Non, c'est votre problème. C'est qu'en fait, vous êtes toujours dans le dogme. Vous allez dire, on va faire. Non, vous n'allez pas faire. C'est du droit privé, monsieur. Ces lotissements appartiennent à des privés. Vous aurez beau décider ce que vous voulez, le règlement du lotissement s'applique. Donc, vous ne ferez pas d'immeuble. Quelle est votre position, monsieur Père, par rapport à ce qu'a dit monsieur Rebrouck ? Je vous laisse prendre le micro. Ma position, elle est dans le dialogue. Alors, quand on dit déjà, vous êtes toujours dans le dogme, quand vous dites tous les termes que vous avez utilisés, pour moi, on n'est absolument pas dans le dialogue. Voilà. Non, mais je le dis très clairement. Très, très clairement. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse discuter. Je ne vois même pas... On ne s'est jamais rencontrés jusqu'alors. Donc, je sais pas, on se rencontre tous les 3 mois ? Comment ? On ne doit pas se rencontrer tous les 3 mois, c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure ? Mais non, sur les maisons individuelles ? Ah, mais moi, j'ai rencontré la FPI, effectivement. On a amorcé cela. J'ai dit, à la demande de Samuel Minot, qu'il fallait l'élargir à la fédération du BTP. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, est-ce que vous avez déjà vu des vice-présidents qui vous ont convié à des points tous les 3 mois pour voir, tous les 3 mois, hein, pour voir où les permis étaient bloqués et qui reviennent vers tout le monde? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors le dogme, je veux bien, mais je ne crois pas que vous l'ayez déjà vu ainsi. Et parce que, oui, je pense, j'ai commencé ainsi, qu'il y a un problème de la construction. Quant à la maison individuelle, moi je veux bien qu'on tacle la métropole, mais enfin je crois d'abord qu'il y a aussi des mesures nationales, notamment sur le zéro artificialisation nette, qui de fait est la controverse, et c'est pas moi qui vais rentrer dans cette controverse, elle ne... En l'occurrence, je n'y ai pas, je n'y ai joué aucun rôle. En l'occurrence, il me semble que c'est avec la ministre du Logement que vous avez des comptes à régler, parce que je crois qu'elle a fait une déclaration de ce côté-là.
Voilà. Et donc, c'est pas attention de ne pas faire reporter sur la métropole, ce qui est aussi du cadre national et qui s'impose sur la métropole comme sur le reste. Voilà. Par ailleurs, il y a évidemment, on ne peut être que d'accord là-dessus, il y a une pénurie du foncier. On est bien d'accord. Ça date pas de 2020 jusqu'à preuve du contraire, ou alors là aussi on raconte des fables de ce côté-là. Et ensuite, il me semble qu'il y a une question qui est beaucoup plus importante que la forme de l'habitat. C'est une question qui est majeure, qui est comment, quand on veut être propriétaire, est-ce qu'on peut encore l'être dans cette métropole? Moi, ça, c'est une question qui me préoccupe largement. C'est-à-dire qu'on raisonne pas qu'en termes, finalement, de mixité sociale ou autre, mais qu'on se dise, on doit proposer aux habitants de notre métropole des parcours résidentiels. C'est pour ça que je suis très attaché notamment au bail réel solidaire, qui dissocie la propriété du foncier de la propriété du bâti, qui parvient à diviser par deux sans que ça pèse sur le promoteur le prix de la propriété, parce que la collectivité, c'est quand même notre exécutif qui a mis 40 millions d'euros dans la programmation pluriannuelle d'investissement pour la foncière solidaire du Grand Lyon, pour qu'on puisse proposer cette propriété. Je vous dis un mot quand même là-dessus, parce que d'abord, je crois quand même que les promoteurs sont très heureux quand même de ce dispositif. Il faut quand même bien dire qu'il y a des choses qui nous rejoignent. Et que par ailleurs, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire au moins deux choses. Ça permet d'abord de permettre à des personnes qui vivent dans le parc locatif social d'en sortir. Et ça, c'est le mouvement inverse que celui qu'a indiqué tout à l'heure M. Fontanelle. C'est-à-dire qu'on peut espérer quand même qu'il y en ait qui sortent et qui aillent vers le bail réel solidaire. Et il faudra trouver des prix assez bas pour que ce soit possible. Puis ça permet autre chose. Ça permet notamment à des primo-accédants. Moi, je pense au jeune couple qui a 26-27 ans, qui commence, qui n'a pas un gros revenu et qui, aujourd'hui, ne peut pas acheter dans Lyon, dans Villeurbanne. Le PTZ, la TVA non, réduite. c'est pas du tout pareil. Et je vais finir par ça. Ce jeune couple, il va pouvoir accéder à cette propriété. Ses revenus vont augmenter, et c'est très bien. Mais pendant le temps où il sera propriétaire du BRS, il va épargner. Et demain, quand il le cédera, cette épargne lui permettra d'aller vers le libre. Et c'est ce pied à l'étrier. Parce qu'il y a quand même une situation dans notre métropole. Et très honnêtement, on peut tout dire, mais on ne peut pas dire que c'est l'exécutif actuel, c'est que les exécutifs précédents ont laissé flamber le prix du foncier. C'est quand même ça la réalité. C'est quand même ça la réalité. Alors, qui fait que le coût du foncier... Je n'ai pas fini, je dis quand même un mot, parce que je suis bien obligé de répondre. Non, je suis bien obligé de répondre parce que les attaques sont un peu trop frontales et ne correspondent pas tout à fait à ma méthode et au type de relation que je souhaiterais qu'on puisse établir pour qu'on puisse aller vers une amélioration du sort, certes des promoteurs, certes du BTP, mais avant tout des habitants de notre métropole. Pourquoi ce n'est pas du tout pareil que les autres dispositifs? Parce qu'on reste, la collectivité garantit que ce bail réel solidaire le sera pendant 99 ans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler, réguler sur cette portion le prix, notamment le prix du foncier. Et puis, ça parle beaucoup, et c'est ça l'essentiel sur notre débat, ça parle beaucoup, notamment aux maires de communes un peu plus aisées. C'est vrai, les communes qu'on trouve plutôt dans l'ouest lyonnais, parce qu'ils se disent, oui, c'est important pour tel jeune couple de Saint-Cyr au Mont-d'Or qu'il puisse rester dans notre commune. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on débloque le dialogue et qu'on va vers un dialogue plus constructif qui permet certes de faire du BRS, pourquoi pas du logement locatif social et du libre. Et bien c'est bien ça quand même ce à quoi on doit aspirer. C'est-à-dire qu'on relance cette construction. Alors, messieurs, je suis désolée, mais on arrive au terme de cette rencontre qui a permis quand même d'échanger. C'est vrai qu'au moins vous vous êtes rencontrés, c'est bien, et puis vous allez vous rencontrer encore plus, tous les 3 mois. On a bien compris qu'il y avait aussi urgence, néanmoins. Alors, juste le mot de la fin, s'il vous plaît. Vraiment, juste une chose. En fait, on n'est pas contre le logement social, c'est ce que vous essayez de... Non, je ne sais pas dit ça. Enfin, voilà. Simplement, c'est la répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part sur du tout social quasiment. Et la répartition, à mon avis, on devrait avoir un tiers de logements sociaux, on est tout à fait d'accord, y compris BRS ou pas, avoir un tiers de logements locatifs privés, parce que c'est vraiment quelque chose qui aide le marché, et un tiers d'accession à la propriété. Et là, vous aurez une ville équilibrée. Donc, on est d'accord sur le principe. On n'est pas sur le tout social. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Et par ailleurs, allez le dire aux neufs qui n'obtiennent pas un logement locatif social. C'est ça que je vous dis aussi. Alors, écoutez,
C'est tout simple. Vous nous dites 6 000 logements sur 8 500. C'est pas du tout social. Je suis désolé, on peut continuer à faire un dialogue de sourds. Je vous ai expliqué que les 6 000 ne se déduisaient pas du 8 500. Parce que sur les 5 000 logements locatifs sociaux, plus 1 000 BRS, sur les 5 000, il y a une part dans l'existant de l'ordre de 1 000 à 1 500. D'accord. Donc 4 500 sur le 9. 4 500 et 5 000. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. Je remercie Monsieur Père, vice-président de la métropole de Lyon en charge de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Monsieur Fontanel, président de la Chambre de construction immobilière de Pôle Habitat Lyon et président de Fontanel Promotion. Et Olivier Robrouck, président de la Chambre des constructeurs de la Fédération française du bâtiment Rhône et Métropole de Lyon. Il est aussi directeur de Cécile Robin Construction, constructeur de maisons individuelles implantées à Tassin, Tarare, Belleville et Roanne.